Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonjour amis auditeurs, merci d'être parmi nous encore une fois. Ça y est, nous sommes là. Nous allons passer ensemble une heure durant laquelle nous allons passer en revue l'actualité. On va faire un petit tour rapide histoire de vous dire qui est là avec nous aujourd'hui. Abed Sharif, journaliste indépendant auteur. Bonjour Abed. Il y a également Tarek Hafid, directeur du site d'information Impact 24. Bonjour Tarek. Et il y a Qadi Hussein, directeur d'Interface Média. Et de Maghreb émergent. Bonjour Qadi Hussein. Il y a toujours quelque chose qui manque. Je me dis aujourd'hui je vais faire un sans faute, mais j'en oublie. Mounir Bouljema, journaliste spécialiste des questions sécuritaires. De retour. Il faut le supplier Mounir pour qu'il revienne nous voir. Ça a marché cette fois. Il y a également Akram Khriev, qui est éditeur du site Secret d'Affaires, spécialisé dans les questions de défense en Algérie et au Maghreb. Merci, messieurs, d'être là aujourd'hui. Avec vous, encore une fois, rapidement, une information, comme d'habitude, qui vous a marqué cette semaine. Ah ben, je vais commencer par toi, on va faire le tour de table. Qu'est-ce qui t'a... C'est là. Il est mort ? Qu'est-ce que c'est ? خايف على خويا اللي باعوه داروا له قنباص وقبضوه شق الجبال حرر الوطن الله يهديك واد شولي سي لا شانسون امبليم de la régente Sidi Belabès, Tlemcen, etc. Je suis plongé dans la poésie de la guerre de libération depuis... et celle-là, je l'ai écoutée peut-être 30-40 fois. Ouais, c'est bien. C'est bien. C'est bien. Il marque un point, là, Abeta. Ouais. Tu es sans voix. Tu es sans voix. Sans voix. Je passe. Oh là là, donc c'est moi. On a déjà perdu. Bon, ce matin, tout banalement, Super Tuesday, on va vers un duel entre Donald Trump et donc je pense que grâce à Donald Trump, la première puissance au monde va avoir une femme comme présidente à la fin de cette année-là, et c'est peut-être une bonne nouvelle. On verra bien. Il paraît qu'il risque d'y avoir des surprises aux États-Unis. Ouais, c'est comme ça à chaque scrutin. On verra bien. Mounir ? Oui, le fait de la semaine. Oui. Bon, pour moi, c'était hier l'anniversaire de son Excellence le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika. C'était aujourd'hui. C'est le fait de l'année. Hein. Hier, c'était hier. Et à partir de là, comment dire, ça c'est bon, juste une petite leçon. Joyeux anniversaire, Monsieur le Président de la République. Et juste une petite leçon à M. El Hari, pour qu'il prononce bien la prochaine fois. C'est vrai, c'est vrai. Oui. Il y avait Mugabe aussi cette semaine. Happy birthday, Mr. President. Je vais pas vous la faire au féminin. N'y comptez pas. Moi, c'est l'effet d'un article paru hier sur TSA, je leur fais de la pub, sur l'endettement, qui a fait bouger Sellal aujourd'hui, qui parle de gel, enfin, qui dit qu'il n'est pas question d'endettement pour le moment. Extérieur. Ouais. C'est quand même intéressant de voir qu'ils réagissent, parfois. Ouais. Bon, alors, s'il y a des thèmes qui ont toute leur place dans l'actualité, d'autres par contre ont du mal à convaincre, j'allais dire, au CPP ici particulièrement, et la politique en fait partie malheureusement. Bien que le CPP c'est un rendez-vous où on est censé parler que de politique, on a du mal, il faut le dire. Alors peut-être que le piège, c'est de vouloir faire croire à ceux qui nous écoutent que les élections anticipées et peut-être un changement de gouvernement, un changement de Premier ministre, ça peut être le début de quelque chose. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors c'est parti, peut-être pour le premier événement qui concerne le changement de gouvernement. Abdelmalek Sellal est bien parti pour quelque temps. Peut-être bien pour 2 mois, puisqu'il annonce déjà ce matin une réforme. Hier, il annonçait des réformes au mois d'avril. Donc là-dessus, on peut passer dessus. En fait, je pense qu'on est dans une situation un peu particulière où l'agenda a été porté par la révision de la Constitution. Ça s'est fait. On s'attendait à ce que qu'il y ait un remaniement qui emboîte le pas à cette révision. On ne sait pas encore si ça se fera rapidement ou pas. Mais ce dont on se rend compte cette fois-ci, en réalité, c'est que le président de la République, parce que c'est de lui qu'il s'agit, c'est lui qui a l'agenda, c'est lui qui a l'initiative,
ne peut plus s'amuser à faire ce qu'il voulait, comme il voulait avant. Parce qu'aujourd'hui, si tu refais un autre maniement et tu te trompes d'équipe une fois de plus, on est dans dans un contexte où on ne peut plus se permettre de faire des erreurs de casting parce qu'il y a les revenus qui ont baissé, parce qu'il y a le contre-choc pétrolier, parce qu'il y a la tension sociale qui pointe du nez. Et donc, aujourd'hui, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et donc, on sent que la situation s'est tendue, elle est devenue grave. Peut-être que le président de la République prendra plus de temps, consultera plus, peut-être même qu'il va essayer d'appliquer quelques dispositifs de la Constitution en consultant le leader de l'Assemblée nationale, donc pour la majorité, qui le réclame, qui le revendique, qui revendique même le poste de Premier ministre pour son parti, peut-être pas pour lui-même. Donc on est dans un moment où il peut pas se passer dans la foulée comme ça très vite des choses parce que les enjeux sont devenus extrêmement sérieux. Oui. Juste une précision à propos justement de cette disposition de la Constitution où le président de la République est tenu de consulter le leader de l'opposition, donc le parti plutôt de la majorité. De la majorité, mais c'est lui le chef du FLN. On l'oublie. Donc ce n'est pas Saïdani, c'est lui-même le chef du FLN. Et la majorité, il la partage avec le RND qui est représenté par Ahmedou Yahya, qui est lui-même aussi directeur de cabinet à la présidence. Donc tout va se jouer au niveau de la présidence. Et Saïdani, à mon avis, ne compte absolument pas du tout. Et d'ailleurs, il a été rappelé à l'ordre par Tahar Khawa, donc le ministre chargé des relations avec le Parlement, oui, qui lui a dit que effectivement c'était le président qui décidait. Voilà. Bon, ceci au cas où effectivement ce serait un événement, ce changement de gouvernement, mais on n'est pas parti là-dessus. Il n'y a rien qui dit qu'il va y avoir un changement de gouvernement. Pas plus tard qu'hier, le Premier ministre disait non, pour l'instant, voilà, les choses continuent et ce n'est pas un agenda, en tout cas pas dans l'immédiat. Je voulais juste préciser que la source anonyme de la présidence qui parle à l'APS ne s'est pas encore exprimée, donc on peut pas statuer sur ça. Non, et il faut sérieusement revenir à l'épisode de la fameuse annonce de la démission du gouvernement Sellal et de l'installation d'un nouveau gouvernement il y a quelques semaines. Il y a eu un cafouillage énorme, où on a eu dans une certaine presse carrément une liste de ministres et une liste de gouvernements. On a eu un démenti non officiel au niveau de l'APS et on a eu une explication entre cette presse et l'APS. Donc qui dit que ça donne quand même une image assez trouble de la situation politique, surtout au niveau des décideurs. C'est normal qu'il ne se passe rien, Mounir. C'est normal qu'il ne se passe rien. Non, honnêtement, c'est à première vue, il ne se passe rien. Oui. On a une vie politique assez léthargique. Mais il se passe beaucoup de choses en coulisses. C'est-à-dire maintenant, c'est devenu la politique des coulisses. Partout. C'est-à-dire on accuse un peu le CNLTD, l'opposition d'être des salonards. Il y a beaucoup de salonards aussi dans le gouvernement. Et si on met les sénateurs d'un côté, les députés, les ministres, les partis politiques qui composent la coalition, etc., on a beaucoup de personnel. Et ça, je pense que c'est le nœud du problème. On a un personnel politique actuellement avec lequel le gouvernement, le pouvoir politique est pratiquement obligé d'aller pour les législatives de 2017. Pourquoi C'est-à-dire obligé parce qu'il n'y a pas eu de renouvellement de ce personnel. C'est-à-dire si on voit un peu la problématique, je pense, du président Bouteflika, c'est de trouver un personnel qui n'a pas été régénéré, qui existe depuis pratiquement une dizaine d'années, qui a fait de la route avec lui, qui sont ses anciens soutiens. On a l'impression qu'il a envie de s'en débarrasser, de rajeunir un peu ce personnel. Le problème, c'est que maintenant ils ont pris de telles positions au sein du Sérail, au sein de l'APN, du Sénat, etc., et des grands partis, et que dans ces mêmes partis, il y a des fractions, il y a des tendances. C'est pas homogène. Il y a des guerres souterraines atroces entre eux. Qu'est-ce qui te fait dire que le président Bouteflika souhaite un rajeunissement de ce personnage? Parce que moi je vois un peu le fait que
cette petite ouverture sur la société civile, par exemple, un peu sélectionnée, sur le gouvernement, l'ancien gouvernement, sur les technocrates. C'est-à-dire que maintenant, il y a un mouvement de balancier qui est assez intéressant à observer. On dit aux gens de plus de 60 ans, notamment les cadres dans la fonction publique, les gens qui ont fait, qui font marcher la haute administration, de partir chez eux. Ces gens-là sont recyclés maintenant sous forme de consultants, sous forme privée. C'est-à-dire, on leur fait même des contrats parce qu'on voit que la machine s'est grippée, que le rajeunissement qui s'est fait au niveau administratif ou gouvernemental ne fonctionne pas du fait du niveau général, il faut dire, intellectuel et universitaire général. Maintenant... Qui a des contrats? Qui a des contrats avec le gouvernement aujourd'hui? Quelques noms comme ça, c'est-à-dire qu'on ressollicite les retraités. C'est-à-dire les retraités sont une denrée rare maintenant. C'est-à-dire on s'est précipité peut-être à les mettre à la porte. À 60 ans et 60 ans, c'est jeune, mais on se rend compte que... On est en train de nous dire que Dahoua El-Qabliya va revenir au gouvernement. C'est intéressant ce que tu dis. C'est-à-dire que c'est un rajeunissement qu'on retrouve un peu dans certaines institutions, même dans les corps de sécurité. Il est en train de se faire. Attention, c'est-à-dire la moyenne d'âge a baissé de 10 ans pratiquement, en termes de responsabilité. Quand tu dis toutes ces personnalités politiques qui sont tellement... Il y a une espèce d'emprise comme ça sur le pouvoir que c'est difficile à la limite de se débarrasser d'eux, si j'ai bien compris. On va prendre l'exemple de Raoul, par exemple. Raoul, quand il prend la parole et qu'il dit des choses, par exemple, sur la corruption, qu'il dit la corruption Makeshmenap, tout ce qui a été dit, toutes ces affaires ont été montées par les services de renseignement, il veut réhabiliter Cheikh Kipri, il le ramener et il dit il n'est pas responsable de tout ça. Il parle au nom de qui, Raoul? On a quand même un droit de réserve quand on est ministre. On se pose la question, ça va un peu dans tous les sens. Il parle au nom de qui, Raoul? Est-ce qu'il parle au nom du gouvernement? Est-ce qu'il parle en son nom? Il parle au nom de qui? On a envie de trouver un sens à tout ça. Abed. Je dirais pas du mal de Raoul ou de Bladi. Tu vas pas nous ressortir la chanson? Non, c'est une agression. Tu laisses toutes les questions sérieuses et tu me poses la question sur Raoul, donc je vais répondre à la question qui m'intéresse, pas celle sur Raoul. Alors, je vais me retourner vers Mounir. Je te pose la question. Alors, je reviens vers toi parce que toi, tu parles justement de ces personnalités politiques et tu dis que... Non, le cas de Raoul est intéressant parce que c'est exactement un peu, j'allais dire, l'emblème, le label de cette génération de jeunes politiques qui partent de parti en parti. Il était au MSP, il a commencé de MSP de Nahnah, après il bascule avec son propre parti, donc il croit rouler pour lui-même, il devient ministre, il veut plus quitter le gouvernement, donc il fait en sorte qu'il actionne toutes ses relations, tous ses réseaux, et même de changer, comme on dit, de veste, de changer de position pour garder toujours c'est normal, c'est-à-dire c'est un peu cette génération de gens qui actuellement qui ont peut-être servi l'appareil politique, qui maintenant deviennent un boulet pour cet appareil politique. Vraiment, on n'a pas cette impression. Que c'est des gens, oui, parce que la cartographie politique n'a pas changé. Oui, mais si on revient à la question de départ, en fait, est-ce que remaniement du gouvernement, ou est-ce que ça va changer? Qu'est-ce qui va changer? Il faudrait se demander, ça va changer pour qui? Du point de vue de qui? Nous sommes dans un pays où il y a une multitude d'agendas. Pour le moment, l'agenda numéro 1, c'est celui du président Bouteflika, qui lui commande de rester au pouvoir, de garder la paix sociale et donc de faire en sorte que rien ne bouge. Donc, le principal agenda du pays nous commande que rien ne bouge, avec un aménagement qui va être très beau à voir, on va en parler tout à l'heure, c'est ce qui va se passer au Parlement. Mais ça, c'est vraiment secondaire. Pour le reste, on a des agendas secondaires, celui de Saïdani, donc c'est déjà les législatives de l'année prochaine, celui de Ouihia, avec chez chacun l'idée d'un agenda qui va les réunir tous, c'est celui de succéder au président Bouteflika. Cette confusion, cette cacophonie fait que on a l'impression que tout s'embrouille. Et aujourd'hui, dans le gouvernement, vous posez la question à n'importe quel ministre, personne n'est en mesure de vous dire s'il sera encore au gouvernement la semaine prochaine ou pas. Ils ne savent pas. Personne ne sait. C'est une espèce de couperet que garde le président Bouteflika. Bouchouareb ne dit jamais qu'il va quitter le gouvernement. Il le dit, c'est un discours langue de bois qu'il garde, mais il ne sait pas, il n'est pas certain. Il n'est pas certain s'il reste au même ministère ou là s'il va aller ailleurs. Ou s'il en prend d'autres. Ou s'il prend le premier ministère, qui est son ambition. Donc,
Personne ne sait. Donc il y a cette multitude d'agendas qui sont là et tout le monde attend. Tout le monde attend. Il y a que celle qui semble un peu plus initiée que les autres parce qu'il se permet de projeter des trucs sur... Jusqu'en juin, il a dit, on va faire une tripartite en juin. Donc, apparemment, il va être là en juin, sauf si c'est pas lui qui fait la tripartite. Donc, voilà, c'est ce tableau qui nous permettra peut-être de voir un peu mieux les choses. On a vraiment l'impression cette fois que Abdelmalek Sellel se projette effectivement dans l'avenir et qu'il voit un petit peu plus clair. C'est-à-dire, on a l'impression qu'effectivement il en sait des choses et il est au courant de ce qui se projette. Je pense qu'il est dans son rôle d'essayer de donner... C'était pas le cas il y a quelque temps. On attendait qu'il nous parle de réforme, on attendait qu'il parle de mesures. Je pense qu'effectivement, il a peut-être été conforté pour une certaine période. Il a été conforté parce que l'autre option, celle de Ahmedou Yahya, qui était un peu chaude à un moment donné, à mon avis, affaiblie, elle est retombée, mais bon, il faut rester prudent, mais il semblerait qu'elle soit retombée. En fait, on était devant 3 scénarios possibles après la révision de la Constitution. Le premier, c'est une initiative politique majeure, qui soit à la hauteur de ce qu'on appelle les réformes politiques, et qui soit à la hauteur de la tension de la situation. C'est le président de la République qui dit, on ne peut plus gouverner le pays tout seul, il tend la main à l'opposition, il fait une conférence nationale, ce à quoi avait appelé la FFS. Il organise des élections anticipées et il donne la gestion du gouvernement à la majorité qui se dégage avec des alliances qu'il ne peut pas maîtriser. Voilà. Ça, c'est la sortie par le. Il garde sa fonction régalienne de président de la République. C'est raté de ce côté-là. Tu penses que les élections... Il semblerait, je suis assez d'accord avec ça. C'est entre la fiction et le souhait de Qadi Hassan. Non, ça, c'est un scénario dans un contexte de crise aiguë. On peut arriver à le faire. C'est pas la culture politique de Bouteflika. C'est pas la culture politique de Bouteflika. L'autre scénario, c'est celui de faire un réaménagement en interne. On en a parlé, il faut trouver le personnel politique pour rajeunir, pour amener des gens suffisamment compétents, avec une capacité d'agir, etc. Il y a des tentatives. On ramène par exemple une task force à côté de Sellel, avec des gens qui ont des idées, qui ont des convictions, etc., pour essayer de faire bouger les choses et tout. Mais ça touche pas, ça déteint pas sur l'action du gouvernement. Donc les réformes qui peuvent permettre au pays de faire face à la situation avec des retouches internes, c'est très limité. Le champ d'application est limité. La troisième position, c'est la pire. C'est un peu celle qui risque de s'insinuer dans le temps. C'est le statu quo. On continue comme ça, avec Sellal, et puis on verra. Voilà. Si tu permets qu'on lance, comme on dit, un pic sur l'histoire de la task force qui serait auprès du gouvernement, donc pour essayer de faire des choses. Elle va être bouffée et les gens qui accepteraient cette idée vont sortir ridicules de cette situation. Parce que c'est un monstre qui va les bouffer et ils vont tout perdre. Leur crédit, leur morale, ils risquent de perdre leur moralité dans cette histoire-là. Moi, je voulais dire ça. Oui. Je pense que la task force, elle existe déjà, c'est-à-dire que la présidence, parce que pratiquement tous les postes importants qui sont au gouvernement sont doublés, même les postes régaliens. C'est-à-dire ils sont doublés au niveau des conseillers du président. Non. Il y a des choses sur lesquelles il faut qu'on soit... Attends, laisse-le terminer. Non, c'est juste, moi je dis que je vois un peu le profil des anciens ministres. Yousfi s'occupe de l'énergie, Djoudi s'occupe des finances, Blaise s'occupe des affaires judiciaires, justice, et il a même participé au Conseil sur la Constitution. Ce qui fait qu'il y a une façon d'un peu j'allais dire, cette task force existe au niveau des conseillers du président, qui, j'ai l'impression, supervise le travail du gouvernement. Donc à partir de là, ça fait doublon, mais c'est une double sécurité aussi. Ce que je vois les choses comme ça, moi, c'est une impression. Il y a un problème sur les mots. Une task force, c'est un groupe qui réfléchit, qui a un cap, qui agit, qui prend des décisions. Tu imagines Karim Djoudi prendre des décisions dans le domaine des finances? Il faut être sérieux. Dans ce sens-là, il faut s'ouvrir sur la société civile. C'est-à-dire, on revient, juste une parenthèse. Dans l'administration, dans le système, il n'y a plus personne aujourd'hui capable de jouer ces rôles. Il faut pas se faire d'illusions. Il n'y en a pas, point barre.
D'où la nécessité de l'ouverture sur la société civile. Moi, je voulais ajouter... Pardon, Kadé a participé, je pense, à un séminaire la dernière fois sur l'économie. On a regroupé pour une fois, le gouvernement a fait un truc. C'est une erreur du CNES qui m'a invité pour prendre la parole devant cela. C'est un bug. Ça a été terrible. Moi, je pense que là, c'est le malaise qu'on a au Café Presse pour reparler politique, recontinuer à parler politique, il est aussi dû au fait que, en fait, il y a une trame qui a disparu, qui a guidé un peu nos analyses avec des variantes au sein du Café Presse. C'est le conflit clan présidentiel général Tofir. Supposé, aggravé, on a fonctionné beaucoup avec peut-être fantasmé. On a beaucoup fonctionné avec cette grille, et pas seulement nous. Enfin, nous, on est un peu les récipiendaires de ce qui se discute à l'extérieur. Mais ça n'a pas changé. Et ça, aujourd'hui, quand on approche la question politique, il y a plus, on est passé un peu, c'est comme les blocs, l'URSS et les États-Unis. Et puis l'URSS, il y a le mur de Berlin qui tombe, et puis à un moment donné, on ne sait plus analyser. Il nous manque les instruments. Alors, il reste une force inertielle qui continue. La chute de Tawfiq, aujourd'hui, par exemple, on essaie de réhabiliter Khalil. C'est un peu une conséquence, c'est-à-dire que le terrain paraît libre. Il y a Saïdani qui revient à la charge régulièrement. Roule aussi, le processus roule, etc. Voilà. On est un peu dans la continuité essayer de tirer les dividendes du nouvel ordre. Le général Ben Hadid qui est en grève de la faim, c'est aussi un syndrome de la victoire d'un camp sur un autre. Je trouve que le général Ben Hadid, visiblement, il a mal évalué le rapport de force. Moi, je suis complètement bouleversé par l'isolement de ce monsieur, parce que je pensais réellement que c'est quelqu'un qui portait un point de vue dans l'armée. Il semblerait que ceux qui portent le même point de vue que lui ont choisi de garder la réserve. Il y a 2 semaines de grève de la faim. Il y a des initiatives qui ont été prises pour essayer de tenir. Tu peux expliquer ça, qu'il soit lâché comme ça, et que tu peux l'expliquer. Visiblement, jusqu'à aujourd'hui, il semblerait que ceux qui veulent lui porter de l'aide ne se soient pas mis d'accord sur comment le faire. Et donc on est dans une situation où le général Gaïd Saleh, dans l'élan de la chute du DRS, paraît encore en position de force, capable de mettre sous le boisseau un général à la retraite, sans jugement, sans acte judiciaire, à la limite aujourd'hui, jusqu'à ce que le mort s'en suive. Ouais, Mounir. Moi, pour poursuivre sur la métaphore de la chute du mur, qui me plaît beaucoup, Kadé. Donc, c'est-à-dire que si on doit élargir un peu la parabole, la métaphore, si on se dit que maintenant il y a une grosse clientèle des services, une ancienne clientèle des services qui serait comme les Allemands de l'Est, qui devrait être avalé par l'Allemagne de l'Ouest. C'est un peu grosso modo ce qui est en train de se passer, d'où un peu le mouvement de perdition, j'allais dire, de beaucoup de gens qui n'arrivent plus à se situer, effectivement, comme a dit Kadé. C'est eux-mêmes qui n'arrivent plus à se situer par rapport, c'est-à-dire politiquement, positionnés politiquement. Et qui jouent plus au foot. Je voudrais revenir sur un personnage intéressant, c'est Saïdani. En fait, Saïdani, ça a été le premier... Est-ce qu'intéressant est le mot? Si. C'est-à-dire intéressant dans le contexte qu'on est en train de... Oui, vraiment du spécimen, et aussi dans le contexte de la politique algérienne actuellement. C'est que le gars était le premier à donner l'attaque, c'est-à-dire à foncer dans le général Tawfiq, mais ça date pas de... On pense tous que ça date de 2013, alors que ça date de 2009. C'était Photo de Sabah à Khabar, donc il avait commencé à ce moment-là. Et c'est un personnage qui, depuis, et surtout à partir de 2013, a commencé à donner un peu ce qui allait se passer à l'avenir, entre autres la Constitution, en fait des choses quand même assez plus ou moins vraies. Et donc, quand la Constitution a été annoncée, quand on a commencé à connaître les grandes dispositions de la Constitution, ça a été le premier à dénoncer, à travers notamment l'article 51. Et depuis, donc, il n'arrête pas d'attaquer Yahya et aussi, d'une certaine façon, aussi le président, en disant non, il faut qu'il y ait changement, remaniement, il faut qu'il y ait du nouveau, etc. Et actuellement, je pense qu'il est quand même dans une situation assez compliquée. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on essaie de parler de politique et qu'on est ramené à parler encore une fois de cette bataille entre clans? Par défaut, mais c'est tout ce qu'il y a. Voilà, par défaut, c'est le personnel. La politique, le pouvoir constitue un élément central de l'activité politique. Mais je diverge avec Hussein quand il dit que
on a beaucoup été inhibés par cette histoire de conflit au sein entre deux clans au pouvoir. Non, moi je n'accordais pas particulièrement d'importance à ça. Pour moi, les clans qui étaient à l'intérieur du pouvoir étaient solidaires sur l'essentiel. Et ils pouvaient diverger sur des éléments secondaires. La chute du général Toufiq était un petit peu inscrite dans le temps. On l'avait plus ou moins annoncé au CPP. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui va être créé, qui va remplacer la lutte des clans. Ça va être la guerre au Parlement. C'est le schéma qu'on va avoir. On a des partis qui vont se battre au Parlement, qui vont donner l'impression qu'on a une vie parlementaire d'un dynamisme extraordinaire, alors que le Parlement n'a strictement aucun pouvoir. Donc on va avoir un spectacle qui est là, qu'on va montrer au monde dans les années 90, les années 2000, quand un étranger venait en Algérie, qui faisait des reproches sur la démocratie et les libertés, on lui montrait la presse. Regardez ces journaux, ils sont extraordinaires. Et là, on va lui montrer l'Assemblée. On va avoir des choses au Parlement. On va quand même parler de l'opposition parce qu'elle n'a pas eu beaucoup. Oui, elle n'a pas eu effectivement beaucoup de place dans ces CPP, en tout cas ces derniers temps, pas autant que la politique. L'échec de l'opposition à n'avoir pas su travailler dans le système, on l'a bien vu, mais aussi en dehors. Comment est-ce qu'elle va manœuvrer maintenant cette question de méfiance, de ressentiment, de mutuelle, de division, beaucoup d'amertume, on l'a vu encore, et puis une incapacité à dépasser ce que chacun perçoit comme les erreurs impardonnables de l'autre. Les dommages collatéraux sont terribles et ceux qui ont fait les frais cette semaine, c'était le RCD. Il en a fait les frais cette semaine. Nordine Aït Hamouda est lâché par le parti. Saïd Saadi en prend plein son grade. Là, on n'est pas non plus dans la construction, mais bien encore dans le déballage. C'est terrible. C'est terrible quand même. Je pense qu'on va encore... non, moi, ce que je redoute le plus, c'est que on va aller dans une phase qui va être encore gérée par les anciens acteurs et les anciens enjeux. On n'est pas sorti des années 90, des alliances, des gens qui se sont alliés, qui se sont fait la guerre, qui ont fait des affaires ensemble, ce que révèle Aït Hamouda, etc. Tout ça, on va encore le subir pendant des années. La nouvelle génération qui va faire de la politique autrement, moi, je la vois pas. Je vois pas le bout de son nez encore. Honnêtement, je la vois pas. Ce qui s'est passé cette semaine avec le RCD, comment est-ce que vous l'avez vécu tout ce déballage, tout ce qui a été dit autour de 3 mots. Ouais. J'ai pas été surpris. On s'en doutait. Je sais pas pourquoi, mais j'ai pas été surpris. on s'en doutait. Non, c'est terrible. C'est terrible. Pour l'opposition, c'est terrible. S'il y a 1% de ce qu'a dit Aït Hamouda sur le docteur Saadi qui est vrai, évidemment, on subodorait qu'il y avait des liens entre la direction du RCD et les services de sécurité, mais que ce que dit aujourd'hui Aït Hamouda, absolument, qu'Aït Hamouda dise que c'était une fréquentation régulière, que il y avait une sorte d'orientation qui était complètement dirigée par le général Toufiq. Ça pose vraiment un problème pour la façon de faire de la politique dans l'avenir. Mais moi, j'irai pas jusqu'à parler d'échec de l'opposition. Moi, je pense que l'opposition, elle est toujours dans le temps politique de Zeralda, c'est-à-dire celui de l'unité, du Front uni. Tant qu'il n'y a pas un parti qui a quitté, même la FFS, on ne peut pas dire qu'il est complètement quitté cette initiative. Je pense qu'on est plutôt dans une phase où l'opposition peut contre l'évolution du contexte politique, qui des émeutes, qui est quelque chose qui se passe, peut très vite redevenir un acteur écouté et un acteur avec lequel le pouvoir sera obligé de traiter. Ça peut changer. Ouais. Il ne faut pas qu'il se divise. Je suis sceptique. Non, c'est pas par rapport à la division, c'est par rapport à un mode de réflexion et d'action. Les méthodes de l'opposition, à mon avis, mettent tout. Les méthodes sont mortes. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. On ne peut plus avoir des partis qui fonctionnent avec des réunions, des cellules, des comités centraux, épisodiques, etc. On voit bien ce que fait Louis Ahnoun. C'est un appareil d'un parti qui fonctionne très bien, mais c'est un moulin qui tourne à vite. Il ne mène absolument nulle part.
il y a des méthodes à pas inventer d'accord, hein. sur lesquelles nous sommes pas, personne n'a la recette, parce que le monde change, la société change, la société politique tâtonne, elle ne trouve pas les bonnes méthodes, les bons leviers. Mais le temps qui passe, c'est pas en sa faveur, en tout cas. C'est-à-dire que, bon, maintenant par rapport à c'est-à-dire que l'opposition, qu'est-ce que, bon, elle décrit aussi au sein du système, elle dit qu'il y a une médiocratie, c'est-à-dire c'est assez médiocre, et on manque de compétences, etc., etc. Tout en oubliant que ces gens, c'est des gens qui sont aussi, j'allais dire, je rejoins Abed, c'est-à-dire, c'est comme dirait l'autre, ils avaient la droite la plus bête au monde. Là, on a vraiment une opposition qui ne s'inscrit plus dans, comme le système politique ne s'inscrit plus dans cette ferveur sociale, ce fonctionnement, comme l'opposition n'y est plus. J'ai l'impression que c'est aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, les salonards sont des deux côtés. Hein. C'est-à-dire, le Chab, il est absent dans cette histoire. C'est-à-dire, là, on est en train de parler de spéculation, de salon des deux côtés. Et j'ai l'impression que l'opposition, c'est comme quelqu'un qui a un flingue, qui dit je vais l'utiliser, et qui a des balles en blanc, des balles à blanc. C'est-à-dire que même s'il tire, il se passera rien. C'est un peu parce que c'est toujours cette menace de recours à la rue, c'est comme si que la rue était du côté de l'opposition. C'est ça qui est extraordinaire. C'est pas évident du tout. Quelle manœuvre elles peuvent faire? Parce que là, on attend Zeralda 2. Hein, je crois que c'est fin mars. Moi, j'ai toujours dit au Café Presse qu'on était excessivement dur avec l'opposition en Algérie, parce que on ne se rend pas compte qu'en Algérie, les espaces sont fermés. C'est très difficile de faire de la politique. Ça, c'était déjà un obstacle au début des années Bouteflika. Et c'est ajouté à cela le fonctionnement redistributif de la rente qui a fait que les Algériens se sont désintéressés de la chose politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on leur règle leurs problèmes. Il y a combien de chefs de gouvernement, ex-chefs de gouvernement dans cette opposition? C'est hallucinant. Oui, non, mais le problème n'est pas là. Il y a combien d'anciens hauts fonctionnaires, en deux mots, faire de la politique, il y a deux grands moments. C'est la même matrice, on parle des mêmes gens. Il y a deux grands moments dans la politique. Pour les gens qui ont essayé de mobiliser un peu leurs concitoyens le savent, il y a deux grands moments. Il y a le moment où les masses sont en mouvement, où elles sont prêtes à se mobiliser. Et à ce moment-là, il faut avoir les bonnes réponses pour pouvoir les amener vers soi, sinon elles iront vers d'autres programmes, vers d'autres états-majors. Il y a le moment où les masses désertent la lutte politique. Et ce moment-là, personne n'a inventé de solution. Ces moments-là, c'est très difficile de mobiliser. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Il faut réfléchir, garder le contact et préparer les solutions pour la phase de montée suivante. Voilà. Qui va à la prochaine montée, parce qu'il y aura une nouvelle montée, qui va capter l'intérêt des Algériens et leur mobilisation. C'est ça la vraie question. Écoute, tu dis qu'on est dur avec l'opposition. C'est vrai parce que d'une certaine manière, oui, on se sent plus proche de l'opposition que du pouvoir. Ça me semble assez évident. Enfin, je parle pour moi. Pas de ceux qui travaillent. Il y a d'autres gens qui travaillent au secteur public. Quand je parle de l'opposition, je vois bien que l'opposition n'est pas très au fait de ce qui est devenu la société algérienne. Les aspirations de la société algérienne, si on regarde bien, il y a très peu de partis qui l'ont ausculté, parce que c'est une société qui part dans tous les sens. Daesh, l'Harga, l'Europe, la modernité, la liberté, c'est une société qui est explosée, qui est totalement émiettée, et aucun parti ne peut ramasser tout ça. C'est pas possible. Donc il faut revenir peut-être aux fondamentaux, les grands courants, les grandes actions. Et là, il faudrait que les 4/5 des partis qui existent disparaissent pour se fondre dans quelque chose qui soit identifiable, reconnaissable plus facilement. Oui, c'est fini, mais je me demandais comme ça rapidement, est-ce qu'il y a eu un âge d'or de la politique en Algérie? Bien sûr. Franchement. 88, 92. Oui, réellement. Bon, une petite pause et à tout de suite. Alors, vous êtes toujours là. Merci de nous accompagner encore pour cette deuxième demi-heure. On va parler d'insécurité, notamment en Libye, la menace Daesh aussi. Y a-t-il un risque de débordement sur l'Algérie? C'est la question sur laquelle on va revenir cette fois-ci, essayer de répondre. Il y a quelques jours, c'était le week-end dernier, le journal El Watan avait révélé dans son dernier numéro l'une des plus grandes faiblesses qui est la corruption aux frontières. Alors des armes sont acheminées de la Libye via la Tunisie vendues en Algérie. Les contrebandiers n'ont rien de terroriste, mais sont des acteurs, qu'ils le veuillent ou pas, peut-être même sans le vouloir, des acteurs dans cette guerre. Alors ma question c'est, est-ce que franchement, ce qui est révélé est
répond à la réalité ou est-ce que c'est aussi grave que ce qu'on dit, quoi? Est-ce que ce problème d'armement aux frontières est un souci? Il faut demander au général Hassan. Oui, il faut demander au général Hassan. Akram, non. D'accord. Question. Bon, déjà, c'est grave, docteur. Déjà, je pense qu'il faut dissocier ces phénomènes. Parler de Daesh quand il s'agit de Daesh, du trafic d'armes quand il s'agit de trafic d'armes, de contrebande, etc., etc. Il faut pas non plus dramatiser. L'article d'Al Watan, je collabore à Al Watan Weekend aussi, que j'ai trouvé très bon, dont je partage, comment dire, dont j'apprécie beaucoup l'auteur et auquel je fais pleinement confiance. Oui. Je fais confiance à l'auteur. Hein. Je n'ai pas... D'ailleurs, j'ai été... vous êtes Aïcha Alalan. Donc, j'ai moi-même partagé sur mes comptes sociaux ce reportage et je pense qu'il est crédible. Par contre, ce que je pense qu'il faudrait faire, c'est de voir la chose comme étant un phénomène à la fois endémique et marginal. C'est une région. On parle pas d'essence, on parle plus d'essence là, on parle pas d'échange d'aliments ou de quoi que ce soit d'autre. On est en train de parler d'armes. Au moment où on découvre des caches, on se pose des questions, on s'interroge. On se dit, est-ce que vraiment c'est un... Non, le reportage, je sais pas si tu as bien lu le reportage où tu t'es arrêté au titre. Non. C'est vrai que le titre ne ressemble pas au contenu. Mais moi, il est beaucoup plus alarmiste. Le contenu parle essentiellement de contrebande d'essence. Mais il parle aussi d'armes. Au moment où qui est un phénomène qui a toujours existé quand il y a eu des armes à transporter. Ce sont des contrebandiers, ce sont des gens qui profitent de situations. S'ils trouvent des armes, ils les distribuent. Et ce n'est pas forcément vers le circuit terroriste que ces armes partent. Mais le trafic existe. Oui. Mais c'est une région qui a toujours trafiqué, qui a toujours... c'est des tribus qui sont sur les deux côtés de la frontière. Je suis gêné quand tu dis c'est une région qui a toujours trafiqué. Ah, moi aussi. Je suis gêné. Ouais. Toutes les régions frontalières subissent les mêmes phénomènes de trafic quand il y a une offre de quelque chose d'un côté et donc mais voilà. Je réponds par rapport au reportage. Si le reportage parlait de Mrnia, j'aurais dit c'est une région qui voilà, a toujours c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Sauf les produits diffèrent parce que là il y a de l'essence, ailleurs il y a du gasoil, des aliments dans le sud. Il se trouve que dans toute cette ceinture, les besoins en armes deviennent de plus en plus importants et donc ça devient inquiétant. Oui, effectivement. Mais d'un autre côté, Anna, je vous le dis en tant que un peu veilleur de la situation, je suis le marché le marché informel d'armement en Libye depuis 3 ans. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus d'armes en circulation. Aujourd'hui, le phénomène que je suis en train d'observer, c'est les annonces d'achat. Alors qu'avant, il y a juste une année, tout le monde vendait. Aujourd'hui, tout le monde est en train d'acheter des armes en Libye. Parce qu'il y a situation de crise, ils sont en guerre, et la denrée se fait rare. Donc j'ai beaucoup de doutes sur l'ampleur du trafic, s'il y a trafic, vers les pays frontaliers et surtout vers l'Algérie. Oui. Par contre... Va encore un peu plus loin, Pierre, peut-être que c'est nous qui exportons des armes vers la Libye, dans la logique. Hein. Non, non, je pourrais pas le dire, mais en tout cas, la denrée se fait rare. Les gars, alors je vais reprendre un peu ce qui a été écrit. Les gardes frontières ferment les yeux, les bergers sont des guetteurs, des gendarmes complices. Est-ce qu'ils ont, je sais pas s'il tient l'information, j'aurais souhaité qu'on pose la question au journaliste lui-même, mais est-ce que tu penses qu'ils ont été convoqués? Est-ce que les journalistes ou le journal a été convoqué par la police après ils n'ont pas été convoqués. Le journaliste a décrit une situation qui a déjà été décrite par la presse et dans la presse à maintes reprises. Hein. Ouais. Légalement, le procureur ne s'auto-saisit pas dans un cas pareil. Il devrait. C'est vrai que ça. Il devrait. On va prendre Oui. Non, je voudrais juste
revenir sur un élément de cet article. Le journaliste, et je ne veux pas vraiment pas du tout démentir ce qu'il a écrit, mais le journaliste décrit un marché de l'armement. Au niveau des frontières algéro-tunisiennes et du côté tunisien. Alors, il se trouve que je connais bien la région. Le trafic d'armes, en fait, la région de Tébessa, c'est essentiellement des armes de chasse. Oui. Essentiellement. Des armes de poing. Mais là, on parle de Kalachnikov. On parle quand même d'armement de guerre. Différent, premièrement. Il faut savoir que depuis à peu près 1 an et demi, il y a un renforcement de la bande frontalière. C'est-à-dire, en plus des gardes frontières, donc des GGF, il y a en plus des unités de l'armée qui sont présentes en permanence. Et en fait, la gestion de la contrebande depuis cette période, que ça soit pour les denrées alimentaires, que ça soit pour le carburant, que ça soit pour l'alcool, parce qu'il y a un énorme trafic d'alcool. C'est ce qui intéresse le plus mon ami Adel Sayed. Voilà. Alors, juste pour préciser, il y a énormément de vodka qui sort d'Algérie vers la Tunisie. C'est des quantités phénoménales. Beaucoup de kiff aussi. Il y a beaucoup de drogue aussi, Tani Kif. Mais en fait, la gestion de cette contrebande, au-delà du kiff, c'est géré plus ou moins par les autorités pour deux raisons. Pour deux raisons. Parce que je ne suis pas allé jusqu'au fond des choses. Il y a une gestion sociale, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a absolument rien dans la région. La population vit de la contrebande. Oui, beaucoup. La bande frontalière, comme disait Akalam tout à l'heure, il y a des tribus qui sont à cheval. On parle par exemple de Houijbat, c'est les Felachiches, donc ils sont à cheval entre les deux pays. C'est des cousins. Et en fait, il y a une gestion sociale, autant du côté algérien que du côté tunisien. Deuxièmement, il y a une gestion aussi pour avoir du renseignement, pour avoir, donc savoir est-ce qu'il y a des mouvements de groupes terroristes des deux côtés, autant des services de sécurité tunisiens que des services de sécurité algériens. Mais pour avoir vécu longtemps, en tout cas dans la région de Tébessa, je n'ai jamais entendu parler, tel que c'est décrit dans cet article, d'un marché de l'armement à 2 pas de la frontière. Tu veux dire que c'est un nouveau phénomène. Écoute, moi j'ai envie de dire quelque chose, mais c'est pas complètement fondé. Là, je vais m'avancer de manière très prudente. Les trafics frontaliers, depuis qu'ils ont été révélés par l'affaire Hadj Bettou, par exemple, il y a 25 ans quand même, ça fait très longtemps. Ça a été toujours plus ou moins géré par les services. Chapeauté, de loin, surveillé, contrôlé, ou là directement acteurs dans des histoires de financement, de mouvements, ou voilà, ça a été flou. Et à mon avis, ce qu'on essaye de nous dire aujourd'hui, qui est peut-être un peu vrai, il y a un changement de logiciel dans la gestion de tout ça, avec un peu le retrait du DRS et des unités plus classiques de l'armée qui s'installent massivement le long de la frontière. On a parlé de 25 000 ou la 30 000 hommes ou le Misharef pour sécuriser la frontière avec la Libye. Ça a eu un effet qui est curieux, que j'expliquerai un jour. C'est la baisse des exportations illégales de réfrigérateurs, de climatiseurs d'Algérie vers l'Afrique. Bon, voilà, c'est un phénomène. Donc, des marchandises qui étaient exportées illégalement et de manière massive à travers ces frontières vers la Libye et l'Afrique se sont retrouvées sans déboucher. Donc, je reviens, il y a un nouveau logiciel et donc on gère les choses en bouclant les frontières avec des gens nouveaux, des unités nouvelles, des méthodes nouvelles. Je dis pas qu'elles sont plus efficaces au moins, je sais pas, c'est les professionnels du métier qui le diront un jour. Mais c'est en train de se passer, c'est peut-être ce qu'on essaye de nous dire à travers l'affaire Général Hassan, à travers ces histoires de trafic à la frontière, etc. Voilà. Je répète que je suis très prudent, je ne suis pas définitif sur ça. Oui, Mounir, je vais te donner la parole. Vas-y, tu voulais rajouter quelque chose. Je veux donner un contre-exemple sur ce soi-disant bouclage qui existe. Il y a un vrai renfort là-bas. Ce bouclage n'a pas empêché, Ramadan passé, une crise du sucre en Algérie.
vous vous en rappelez, il y a eu à un moment disparition du sucre des étals et une hausse des prix dans l'Est algérien. Ce phénomène était dû à l'époque à une crise en Libye du sucre. Et tout le sucre d'El-Ouad, Tbessa, Biskra partait en Libye. Donc ceci n'a pas empêché la contrebande. Et à cette époque, on vivait aussi un pic de renforcement du dispositif aux frontières. Mais ça continue, ça. Oui, Mounir. Là, on parle d'un papier, d'un article. Moi, je voulais parler vraiment, c'est parce que c'est un vieux débat, cette histoire de frontières. C'est dangereux, c'est pas dangereux, ça évolue. On parle comme si on est on est dans la militarisation de la région. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est-à-dire, on oublie qu'il y a Al-Qaïda qui sont tout au long de la bande sahélienne, qui sont en Libye. Il y a des groupes terroristes de plus en plus fractionnés et surarmés qui viennent de partout. Qui viennent, et on oublie que les Tunisiens descendent dans des camps d'entraînement, s'entraîner, revenir chez eux. Mais ça, c'est pas des terroristes, Mounir. Là, il ne s'agit pas de terroristes. Oui, non, mais écoutez, les armes de contrebande, c'est une proportion du trafic d'armes en général. C'est-à-dire, c'est rien, c'est proportionnel. Après, c'est la demande, c'est la demande qui détermine. C'est-à-dire, s'il y a une demande d'armes à poing ou de fusils de chasse, comme il y a eu une demande dernièrement, de fusils d'assaut, là, pas les fusils d'assaut, les fusils à pompe, qui sont très très demandés actuellement, parce que peut-être qu'il y a une délinquance qui veut basculer de M. Oufa, les épées, elle veut basculer vers les armes de poing. C'est-à-dire, ça, c'est des phénomènes urbains qu'on observe à Marseille, qu'on observe à Marseille, qu'on observe partout. C'est-à-dire que le prix du Kalachnikov, il a baissé, il a pratiquement de 3 ou 4, c'est-à-dire en Europe, au sud de l'Europe, dans les Balkans ou en Libye. C'est-à-dire c'est 2 fois rien maintenant. Vaut mieux acheter un clash que d'acheter... c'est facile. Est-ce que c'est facile? Bien sûr, c'est facile. En Algérie. Les gens achètent sur Internet. C'est-à-dire en Europe, on achète ça sur Internet. Ici, c'est facile de se procurer aujourd'hui des armes. Non, mais je veux dire, c'est pour ça que le dispositif qui est fait d'abord pour contrer le terrorisme, c'est-à-dire qui pourrait venir de Libye, aussi filtre bien sûr ce gros trafic d'armes qui vient encourager aussi les groupes terroristes qui sont toujours dans le nord, on l'oublie. C'est-à-dire qu'il y a toujours Al-Qaïda, il y a toujours des groupes de Daesh, etc., qu'on essaye de couper l'alimentation en cet armement. Mais le fond du problème reste ce qui s'est passé en Libye il y a 5 ans, c'est-à-dire qu'on a ouvert le supermarché. C'est-à-dire que ce supermarché, maintenant, peut-être, il s'est épuisé parce qu'il y a beaucoup d'armes qui sont partis au Sahel, beaucoup d'armes qui sont cachées en Tunisie, et qu'on retrouvera dans des coups durs en Tunisie, parce que ces groupes-là ne plaisantent pas, parce que les Tunisiens sont vraiment vivent un truc, c'est-à-dire ils se rendent même pas compte de la situation, ils sont dans la phase dont tu as parlé, 88-92, où les groupes sont en train de s'armer, de garder ces armements, et c'est ce qui va se passer lors de la deuxième intervention de l'OTAN en Libye. C'est-à-dire que maintenant, il y a 2 grandes puissances militaires dans la région qui sont l'Égypte à l'est et l'Algérie à l'ouest, qui, eux, vont bloquer leurs frontières parce qu'ils ont les forces militaires nécessaires pour le faire, pour complètement. Mais dès qu'il y aura éclatement de ces groupes-là, c'est-à-dire parce qu'il faut qu'il y ait dispersion, ces gens-là, ils vont aller où ? Ils vont aller en Tunisie. Alors, tu parles de la Tunisie, c'est plus grave dans le reportage. J'ai dit que c'est plus grave chez les Tunisiens, que la corruption est beaucoup plus importante chez les militaires qui sont responsables de la sécurité au niveau des frontières. C'est un fait. Je vais peut-être provoquer un tollé autour de cette table, mais je me demande faudrait pas fermer les frontières. Je veux dire, sachant les frontières avec la Tunisie, sachant qu'aujourd'hui la Tunisie a un grave problème économique et que la situation de ces agents et que la situation ne va pas changer d'ici demain. C'est le moment d'ouvrir les frontières avec la Tunisie et de coopérer avec eux. 3 choses. Très vite, 3 choses sur la question. Tu as dit au débat, est-ce qu'il y a un risque de débordement de la Libye sur l'Algérie ? Moi, je tiens à rappeler que pendant les 20 dernières années, jusqu'à 2011, le risque de débordement, c'était le risque algérien sur la région. Jusqu'à la révolution arabe. Et il y a eu débordement. L'AQMI dans le Sahel, c'est une exportation d'instabilité algérienne. Ça, il ne faut pas qu'on le perde de vue, parce qu'on a trop tendance à se gosser comme étant un espace de territoire aseptisé. Nous sommes ceux qui avons diffusé ce type d'insécurité, ce type de risque.
avec notre guerre civile, avec le GIE, etc. 1, 2. Guerre civile, ça m'embête toujours. Faudra qu'on Avec consacre avec une l'insurrection émission islamiste. On peut avec l'insurrection armée islamiste. Bien. 2, je suis pas obligé de soutenir mes concepts, de les partager. 2. Non, pas là-dessus. Alors, la Libye, on nous l'a présenté dès le début comme étant un risque majeur de d'essaimage des armes et de l'instabilité dans la région. Dès le début, parce que les Algériens, le pouvoir algérien, Bouteflika, était contre la révolution. Il était contre, et nous a diffusé cela comme étant quelque chose de très mauvais pour le pays. Combien il y a eu d'attentats avec des armes libyennes en Algérie? Combien il y a eu d'événements? On a ici, je me rappelle même qu'il y a eu le terrible attentat de l'Académie de Churchill. On nous a dit, ils sont venus avec une barque. Ils ne pouvaient pas dire que la barque était venue de Libye. Ça arrivait à Churchill, c'était en 2012, je crois. Et il y avait des jumelles dont on disait qu'il fallait coller de la Libye dedans. Il n'y a pas. Tigantourin, c'est... Tigantourin, c'est normal. On a exagéré le risque essaimage des armes libyennes. Aujourd'hui, ce dont on parle, c'est parce que moi aussi j'ai 3 points. 3, le gros du trafic, il faut le retenir, c'est la disparité des prix qu'il y a entre les pays. C'est ça qui fait, s'il n'y avait pas autant de choses à faire passer, de l'essence, des produits soutenus, etc. Le trafic ne s'organise pas autour des armes. C'est difficile. Il y a trop de produits échangeables et qui font que le trafic existe. Il faut évidemment ouvrir et rapprocher les prix intérieurs des deux pays. Il faut aller vers l'intégration maghrébine. Moi j'ai 3 points. Pardon, juste tu parles. Non, mais ça, je ne peux pas laisser passer ça parce que sur l'histoire des armements, de l'essaimage de l'armement, c'est pas moi qui le dis. J'invite les amis à aller consulter les chiffres de l'ONU sur l'essaimage depuis 2011 et comment c'est en croissance, mais à un niveau extraordinaire, des armes, parce que c'est pas possible. Il y a eu des arsenals, il y a eu des chiffres, ça a été chiffré. Les Américains, l'OTAN, les forces de l'OTAN, les Français, tout le monde nous a ramené même ces chiffres-là pour dire il y a tant d'armes en circulation, aidez-nous à les récupérer. Et quand je dis armes, ça va du manpad, au missile solaire, jusqu'à l'arme de poing. À l'arme de poing. Donc à partir de là, effectivement, il y a un arsenal qui est sorti. Maintenant, cher ami, si tu crois que les Libyens ne sont pas... Ils ont vendu tellement leurs armes, parce qu'ils n'avaient pas grand-chose à vendre, mis à part les 4x4 et les armes à l'époque, pour faire le troc, pour s'alimenter déjà. Oui. Parce qu'à l'époque, c'était ça. Maintenant, ils sont effectivement en train de s'alimenter et on sait très bien d'où viennent les armes actuellement. Ils viennent par bateau, ils contrôlent les ports. C'est des gens qui contrôlent les ports maintenant. Les groupes, les milices et les groupes terroristes contrôlent les ports. Enfin, il y a des certitudes qui me gênent un petit peu, mais moi je retiens 3 points. Le premier point, Akram a dit que le marché des armes libyen s'est tari. Est-ce que il faut s'en inquiéter ou s'en féliciter? Si ça s'est tari, ça veut dire que ces armes sont aujourd'hui détenues par des gens qui veulent les garder et donc qui sont organisés, structurés. Est-ce que c'est un prélude à une réorganisation de la Libye? Est-ce qu'il faut s'en féliciter ou s'en inquiéter? Je ne sais pas. Premier point. Deuxième point. Ce que je note, c'est que face à ce risque de débordement de la crise libyenne que l'Algérie est en train de monter, c'est une réalité. On dira plus tard si c'est vrai ou pas. Alors, l'Algérie réagit de la manière la plus traditionnelle, la plus classique aux masses des troupes à la frontière. Donc, est-ce que c'est la bonne réponse? Je ne sais pas. Les choses sont ambiguës. Le monde a changé. Et si l'administration algérienne, dans l'économie, dans la bureaucratie, si les Weli ne se rendent pas encore compte, si même l'opposition ne se rend pas compte que la société algérienne a changé, les militaires aussi ne se rendent pas compte. Ils n'ont pas une raison particulière d'être différents. Troisième point, c'est sur les armes qui ont essaimé. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas trouvé d'armes algériennes en Libye, mais par ricochet, ce qui s'est passé en Libye, l'analyse algérienne était juste. Ce qui s'est passé en Libye a eu, par ricochet, à détruire l'État malien, à déstabiliser tout le Sahel, et donc à créer une vaste zone d'insécurité dans la région. On peut pas le nier.
L'analyse de l'Algérie a été juste parce que l'Algérie, c'est quand même un pays qui est un pays de tradition, de violence. C'est un pays qui connaît la violence organisée, structurée, la lutte armée, la guerre de libération. La guerre de libération, c'était pas un poème, c'était de la violence pendant 8 ans. Ils savent ce que c'est, ce que ça donne, ce que ça produit comme traumatisme, comme déchirement social, etc. L'Algérie connaît ce dossier, peut-être qu'ils le surévaluent pour le survendre auprès de leurs partenaires, mais c'est une réalité. Ils n'ont pas besoin de survendre quoi que ce soit, dans le sens où actuellement eux-mêmes disent que Daesh, ils ont pris, certes, ils sont en train de se développer, etc. Maintenant, ces factions-là, si on a envie de encore diviser la Libye, de encore remettre tous ces groupes, c'est ce qui va se passer avec la deuxième opération de l'OTAN. Le problème, c'est que c'est toujours les pays frontaliers qui vont payer. Non, je voulais il faut lui dire s'il revient nous parler de la deuxième opération. Il n'a pas pu en parler. Il faut qu'il revienne. Il a intérêt. Deuxième opération de l'OTAN. Il a intérêt. Oui. Non, je vais faire un petit peu mon complotiste. S'il y a eu autant de chiffres sur la dissémination d'armes des arsenaux libyens vers le Sahel et l'Afrique du Nord, c'est surtout pour camoufler une grosse opération d'acheminement d'armes libyennes vers le théâtre syrien et irakien. Énormément d'armes sont passées par la Turquie pour partir là-bas. Le plus gros, tu penses? Le plus gros. Je suis en train de suivre les saisies d'armes quotidiennes que fait l'armée et chaque jour ils saisissent des armes. Non, je parle d'armée algérienne. Chaque jour. Oui. D'où elles proviennent ces armes? Je vais le dire. Vas-y. C'est très rare qu'on puisse prouver que ce sont des armes libyennes. Mais elles proviennent d'où? Vas-y, continue. C'est des armes qui viennent du Soudan. Beaucoup d'armes viennent du Soudan. C'est des armes qui viennent du Tchad. Et c'est des armes qui viennent du Sahel. Mais de Libye, c'est plus facile, non? Mais oui, mais c'est ça. Comment? On l'ouvre une parenthèse. Non, c'est logique, ça me semble logique. Comment tu peux dire ça? Je peux le dire parce que je sais faire la différence entre une arme et une arme. Une arme qui est en Libye et une arme qui est dans un arsenal du Tchad ou d'Iran. Je ne suis pas expert en balistique, mais je vais dire quelque chose sur elle. Rapidement. Très rapidement. Maintenant, sur cette pratique de découvrir des caches, ça a toujours fonctionné comme ça, que ce soit les gens de Al-Qaïda, les gens de Daesh sont en train de le faire, AQMI, tous les mouvements qui sont logiques en Libye, ils le font, et les gens de Nosra, ils sont en train de le faire aussi en Tunisie. Le désert est un endroit où on cache des armes, et on les cache pour des années, on les cache pour des mois. On ne va pas se trimballer, c'est-à-dire avec des armes. Djelfa, c'est pas le désert. C'est Ben Boulaïd ramenant les armes de la Deuxième Guerre mondiale. Djelfa, on les cache, c'est-à-dire on les cache, on se prépare là, c'est un classique. Ouais. C'est-à-dire que beaucoup d'armes libyennes ont été enfouies, comme a dit Abed, en Libye même d'abord. Après, tu parles de rarification de l'armement. Non, mais on oublie que la Libye, c'est l'arrière-cour de l'Algérie. Quand tu vas du côté d'Eloued, etc., la Libye, c'est les voisins d'à côté. Voilà. Bon. Donc, il y a beaucoup d'armes cachées, pas que dans le désert. Et en Libye, l'ampleur, la dernière phrase sur le sujet, la dernière phrase que je vais dire sur ça, l'ampleur des armes qui se sont évaporé en Libye. Il ne faut pas oublier qu'un ambassadeur américain a été tué en essayant, dans une opération destinée à collecter ces armes. C'est allé très loin. C'est énorme. C'est énorme pour qu'un ambassadeur des États-Unis y aille. 2012. Voilà. Et bon, on va terminer là-dessus. Voilà, c'est beaucoup plus intéressant quand on commence à parler d'autre chose que de politique. La preuve. Moi, je suis désolée. la partie politique. Ouais. Bon. Surtout moi, celle-ci, je l'ai trouvée très intéressante. On n'est pas allé au bout. Par contre, on aura l'occasion, j'espère, d'y revenir. Merci à vous tous d'avoir été aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir écoutés. Restez-nous fidèles. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver toutes nos émissions, celles que vous préférez, le CPP, entre autres sur radio-m.net. À bientôt. Au revoir.